Bonjour à tous et bienvenue dans cette session. Nous sommes ici réunis, la génération Y. Je m'appelle Pierre Canet et je suis co-directeur des programmes au WWF France. Nous sommes en direct de Montréal au sommet Moving On. Nous avons été chargés tous les 6 de suivre les discussions liées à la mobilité durable. Et nous avons chacun des expertises, des domaines. À côté de moi, des doctorants de différentes origines, différents pays, différentes expertises qui sont réunies à Moving On. Alors, soyez prêts et interagissez avec nous. Interagissez avec le hashtag Moving On Connect, car nous sommes ici dans une discussion. Vous présentez ce qui a été retenu de la journée, vous présentez la vision autour de la mobilité durable. Alors, on lance la discussion. Déjà, avec Yannick, vous présentez l'un après l'autre. Yannick, c'est à toi. Oui, donc Yannick Roy, je suis doctorant à l'Université de Montréal. Mon doctorat porte sur les neurotechnologies, donc j'ai un angle un petit peu différent ici. Je suis ingénieur de formation, mais je m'intéresse beaucoup aux interfaces cerveau-machine, donc les brain tech, communément. D'accord. Et moi, je m'intéresse à la bouffe, je m'intéresse à tout ce qu'on mange. Alors, j'ai décidé de faire mon doctorat en génie industriel à Polytechnique. Je transfère à l'Université Laval à Québec pour changer de ville. Et je m'intéresse à tout ce qui est chaîne d'approvisionnement. Donc, en français, on dit supply chain, mais en anglais, chaîne logistique. Franglais, je ne sais pas trop, mais on parle de chaîne logistique. Et l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut jumeler la mobilité à l'économie circulaire. Florian? Pour ma part, donc Florian Ndgagnazi, je suis docteur en physique de l'école polytechnique de Paris et je suis cofondateur d'une start-up PhD Talent qui met en relation les chercheurs avec les entreprises. Et donc, à ma gauche, Aline, qui nous vient du Brésil, donc nous parle en anglais pour cette session. Bonjour Aline. Bonjour. So I'm Aline. I work with. I'm doing a PhD in industrial engineering at Polytechnique here in Montreal. I work with operations research, that is basically optimization, in an integrated fashion towards production, distribution, routing, and inventory. Très bien, merci Aline. Et puis, pour terminer... Oui, donc Silla. bonjour, je m'appelle Silla Maldini, je suis étudiant à l'ESG UQAM et je m'intéresse plus particulièrement à l'immobilier puisque je travaille à la chaire Ivano et Cambridge d'immobilier. Si je suis ici aujourd'hui, c'est principalement car mon mémoire a porté sur la perception du rôle de l'immobilier dans la co-construction de la mobilité durable. Très bien, merci à tous. Alors, on est réunis aujourd'hui, vous l'avez compris, sur la mobilité durable, au sommet Moving On à Montréal. Et donc l'objectif avec ces doctorants, c'est d'avoir un petit peu des gratte-poils, des personnes impliquées pour s'intéresser à différents sujets du sommet, aller questionner, aller challenger ce qui est présenté, aller aussi alimenter les visions autour de la mobilité durable, de comprendre comment aller plus vite, accélérer cette transition de la mobilité, car on le sait, nous avons des besoins pressants, des défis écologiques qui sont liés au dérèglement climatique et la chute de la biodiversité, avec des besoins aussi d'accès à la mobilité, des besoins aussi de sécurité, la sécurité routière. Et donc cette mobilité durable, elle est à construire avec différents champs qui sont couverts aujourd'hui par ces représentants, ces doctorants de la génération Y, car l'objectif c'est aussi d'aller faire bouger, de rajeunir un peu cette vision de la mobilité. Alors aujourd'hui on va discuter parce qu'il y a eu une journée assez riche d'échanges. Vous êtes venus ici avec une vision, cette vision alimentée par votre travail, par vos expertises, par vos doctorats. Et donc c'est de comprendre ensemble un petit peu, là on va discuter, de savoir ce que vous avez retenu en lien avec la mobilité durable, en lien avec votre vision. Qui se lance ? Je peux lancer la balle en fait Yannick. avec les technologies innovantes. Donc en fait, moi j'amène justement un peu plus cet angle-là futuristique des technologies innovantes. Et dans la mobilité qui dit technologie innovante dit AI, évidemment, donc l'intelligence artificielle, l'IA en français, ou l'AI, Artificial Intelligence en anglais. Donc aujourd'hui, on a parlé beaucoup de ça. Je suis allé dans 2 sessions de travail qui portaient sur, entre autres, l'AI et aussi le last mile, donc le dernier mille, en fait, pour la livraison. Donc, kilomètres. oui, le dernier kilomètre de la livraison, donc en fait, pour vraiment avoir le paquet délivré à la maison et pas d'où ça vient, en fait, très loin, avec les transports par bateau, tout ça, mais vraiment pour l'avoir. Il y a de plus en plus à la de gens qui commandent en ligne en fait. Exactement, exactement. Donc aujourd'hui, en fait, de mon côté, deux gros constats. Je vais commencer en fait par l'IA. Je vais laisser mes collègues. Je vais revenir après ça sur le dernier 1000. Mais sur l'IA, la première chose ce qui m'a frappé aujourd'hui, c'est vraiment qu'on confond beaucoup cette intelligence artificielle-là avec l'acquisition des données. Donc aujourd'hui, on parle de données, on parle tout de suite d'intelligence artificielle. Tout est
AI aujourd'hui. Et ça s'est vraiment reflété dans tous les panneaux, les discussions que j'ai eues avec les gens. Donc, c'est mon premier constat. Donc, je pense que c'est important déjà de bien définir la notion, la différence entre données et l'intelligence artificielle. Donc, l'acquisition des données, les senseurs, le fait qu'on traque, par exemple, les camions, qu'on permet ce suivi-là avec les senseurs, tout ça, c'est pas directement de l'IA. C'est pas directement de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle rentre quand on interprète les données. Donc, c'est vraiment quand on fait un sens de ça pour optimiser des procédés, mais le fait que j'ai une application qui me permet de traquer Uber, par exemple, le tracking comme tel, le suivi sur mon cellulaire, c'est pas de l'IA. Et en quoi ça permet une mobilité durable, ces données par exemple? Donc, ben justement, en fait, l'IA peut vraiment jouer un rôle clé dans l'optimisation des procédés, l'optimisation de la logistique des transports. Je pense que c'est vraiment là, donc, un premier aspect où la livraison du fameux dernier mille, cette intelligence artificielle-là peut prendre connaissance de tous les données, tous les centres de distribution, la logistique, et vraiment optimiser la route. Maintenant, dans la séance de travail dans laquelle j'étais pour le dernier mille, l'aspect vraiment intéressant, c'est on a besoin d'informations aussi par rapport aux consommateurs. Est-ce qu'il va être à la maison, la plage d'heure, qui pourrait être optimisée beaucoup par l'intelligence artificielle. Donc, les gens, comme tu l'as dit, qui commandent des choses à la maison, ça a augmenté drastiquement dans les derniers temps, et l'intelligence artificielle peut vraiment aider à cette opération-là. L'intelligence artificielle peut, en fait, typiquement pour la logistique, donc pour optimiser toute cette distribution-là à travers le réseau, je pense que c'est la plus grande contribution. Donc, utiliser la puissance de calcul et l'intelligence artificielle pour connaître, optimiser cette distribution-là selon le type de camion, le type de transport, le type de livraison, le type de marchandise, le poids, etc. Et vraiment rentrer ça dans... Optimiser, c'est le mot-clé. Optimiser, c'est vraiment le Si je peux rebondir là-dessus, par exemple, tu vois en économie circulaire, ce qu'on dit, le principe de base, c'est on veut réduire les déchets, réutiliser les déchets, faire en sorte que les déchets des uns soient des ressources pour les autres. Alors quand on parle de tracer le produit, tracer le camion, alors on peut penser déjà en termes d'économie circulaire à rediriger un camion qui a une marchandise qui est plus propre à la consommation humaine, la rediriger vers des usines bonnes pour une autre forme de transformation. Ça peut être la transformation pour des aliments pour les animaux, ça peut être pour du compost, ça peut être pour de la biométhanisation. Et là, on rentre dans l'idée de transformer un déchet alimentaire en combustible qui va servir par la suite à la mobilité ou à faire tourner n'importe quel moteur. En fait, Richard, là, ce que tu racontes, c'est ce qui nous intéresse pas mal, c'est que ton expérience en relation avec le système alimentaire, comment faire en sorte qu'il soit le plus durable possible, il y a des connexions qui sont possibles avec la mobilité durable. Donc cette optimisation, c'est ce que vous avez retrouvé tous les deux. Tout à fait, la technologie apparaît pas seulement de façon assez brute dans l'IA avec toute la possibilité de faire des calculs avec, mais aussi dans l'optimisation, comme il l'a bien dit, des procédés, mais même dans les façons de faire. Donc, l'idée aujourd'hui qu'on veut amener ou qu'on espère voir à travers ces 3 journées, c'est comment est-ce que la technologie est utilisée pour modifier des business cases, des façons... Et les pratiques, non? Et les pratiques d'affaires influencées par la technologie et même la taxation. Aujourd'hui, on dit que la taxation devrait peut-être porter sur la longueur, la distance que tu as parcourue, où est-ce que tu gardes ta voiture, à quel moment tu utilises ta voiture. Donc, il faut que la législation soit mise à jour en fonction des possibilités que la technologie nous permet au niveau du transport. Et Florian, tu as suivi ça aussi aujourd'hui? On a eu la chance d'assister à la même working session avec Yannick. C'est que il faut bien comprendre que toutes ces technologies-là, que ce soit l'intelligence artificielle, l'utilisation des données, le véhicule autonome et donc toutes les technologies de capteurs associées, ne sont que des outils. Ouais. Ce sont que des outils. Au service de quoi, du coup? Au service d'une utilisation par un citoyen, par un utilisateur. Et donc, même si ces technologies... Par une entreprise. Par une entreprise, bien évidemment. Même si ces technologies-là, quelque part, existent déjà, quand on construit des produits et des services, on part toujours de l'utilisateur. Ouais. Et ça, c'est ce qui m'a marqué aujourd'hui dans les différentes discussions qu'on a pu avoir. C'est que, quel que soit l'acteur, que ce soit la ville, l'entreprise, la start-up ou le citoyen lui-même, ce qui l'intéresse, c'est l'utilisateur final. Avec des cas très différents. Quand on parle de mobilité durable, on parle du citoyen, on parle du salarié. Il y a eu aussi l'utilisation plus privée d'une entreprise avec sa flotte. Donc il y a plusieurs utilisateurs que vous avez aussi bien fixés aujourd'hui.
Oui, alors on a plusieurs utilisateurs qui sont bien fixés, certes, Ouais. mais ce qui est ressorti de ma journée, en tout cas, c'est que ce matin, j'avais beaucoup insisté sur l'aspect collaboration et engagement. Mhm. Ce qui est beaucoup ressorti des différentes discussions, c'est que il y a des cas de grandes villes où le cœur du moteur, c'est justement cette collaboration-là entre les différents acteurs. Ouais. J'ai entendu le cas en conférence du cas de San Francisco, où il n'y a pas de confrontation entre la ville et les startups. San Francisco, c'est la ville des startups. L'idée, c'est vraiment d'avoir un effet de co-construction entre l'utilisation de l'espace urbain, les services publics, les services privés. Et qui s'occupe de ça? Est-ce qu'aujourd'hui, quels sont les rôles et les responsabilités là-dedans? Les responsabilités, elles sont partagées. C'est-à-dire que la responsabilité d'une entreprise, c'est de fournir un produit ou un service à un consommateur, à un client. La responsabilité de l'État ou de la ville, c'est de faire en sorte que, cette ville-là soit respectée, que les espaces soient bien partagés par l'ensemble des utilisateurs et des acteurs, à savoir l'entreprise et le citoyen, et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'empiètement les uns sur les autres. Ouais. Donc Moi, qu'il je y ait une harmonie quelque part. Moi, je dirais oui, il y a la question de l'harmonie, mais je pense que les réalités sont aussi très différentes selon le fait qu'on aborde un pays développé ou un pays en développement. Alors, les législations ne sont pas les mêmes, le citoyen ou l'usager n'est pas protégé de la même façon, Les les enjeux ne sont pas les mêmes. l'accès à la mobilité, Donc, si on travail. regarde l'économie circulaire, par exemple, autant on a toute la question des déchets illégaux qui sont transportés des pays occidentaux vers les pays du Sud. Ça, c'est une question que j'avais abordée en conférence, mais finalement, il n'y a pas eu la possibilité de répondre à cette question. Mais c'est un enjeu qui, quand même, au moment où on parle d'économie circulaire, de valorisation des déchets en Occident, il y a quand même ce côté un peu odieux qu'on va retrouver dans le commerce illégal de déchets où les pays occidentaux, les pays développés vont retourner. Donc la question, et là encore on pose la question de la mobilité parce que ce sont des camions qui sont transportés, des containers qui sont transportés. On sait qu'on a aujourd'hui cette technologie qui nous permet de tracer. Est-ce qu'on est capable d'utiliser cette technologie-là pour avoir un peu plus d'équité, de justice quand on parle de développement durable? Ça fait partie de tout ça dans la mobilité et dans la question de l'économie Effectivement, circulaire. et c'est valable pour l'ensemble de l'écosystème, c'est valable pour les pays du Sud, pour les échanges Nord-Sud, et pour les échanges Nord-Nord aussi et Sud-Sud, à savoir que quand on prend l'exemple du véhicule autonome, un des arguments qui est avancé, qui est un argument économique qui se tient et qui se tient bien, puisque dans les entreprises de transport, 60 à 80% des dépenses sont des dépenses salariales. Mm. Donc on se dit, Les conducteurs, les conducteurs l'entretien, et la maintenance du véhicule. Si on se dit que on passe au véhicule autonome, on n'a plus ces dépenses-là. Très bien, d'un point de vue économique, ça tient extrêmement bien la route. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est comment on assure une transition juste pour faire en sorte que ces fameux conducteurs ou personnes qui font la maintenance des véhicules soient formés pour ensuite les accompagner vers d'autres métiers. Et ça me fait penser à ce que tu dis, le besoin de transition juste, et à la fois de se dire que on parle là d'une technologie, le véhicule autonome. Il y a la question, nous, de mobilité durable, et quand on pense de durable, on pense à la sécurité, on pense à la dimension sociale, au rôle que la mobilité peut jouer, mais aussi dans les emplois qu'elle peut générer. Et ce que vous avez pas mal mis en avant, c'est l'aspect local aussi, que ce soit au niveau de l'économie circulaire, que ce soit dans les retombées, dans l'utilisation de la mobilité, dans le fait d'adapter des solutions de mobilité à un contexte local. Et donc, il y avait dans tes points, Scylla, aussi cet enjeu, puisque toi, tu t'occupes beaucoup aussi de tout ce qui est immobilier, du lien avec l'architecture, l'urbanisme. Et donc, c'est des choses que tu as relevées dans tes discussions aujourd'hui, Scylla? Exact, c'est ça, c'est exactement ça. Moi, j'ai participé pour ma part alors j'ai participé à une conférence et deux ateliers, mais il y a vraiment, je pense,
un atelier et la conférence qui m'ont vraiment marqué. Il faut relever, c'est ça, qu'il faut avoir un niveau local de la chose et il faut collaborer en fait avec les écosystèmes locaux afin de pouvoir tout simplement justement aller traduire ces différents besoins de mobilité qu'il y a pour pouvoir les intégrer. Lorsque vous venez de parler beaucoup sur tout ce qui touche à la technologie, mais également il y a eu un peu ça a été abordé un peu tout cet aspect culturel qui entre en considération. Moi là-dedans, ce que je pense, c'est qu'il va falloir venir mettre donc l'aspect aussi de l'acceptabilité sociale qui n'est pas la même et on ne va pas s'y prendre de la même manière en fonction des différentes populations et également De la même manière pour la mobilité durable, pour la transition des mobilités. Exactement, c'est ça. Et aussi prendre en considération pas seulement le transport, mais également le besoin de se déplacer. Oui. La mobilité durable, c'est pas seulement se déplacer de façon plus efficiente, c'est-à-dire le meilleur Moins moyen, mieux, autrement, la vision de... c'est ça, c'est-à-dire le meilleur moyen, on va dire, d'avoir de la mobilité durable, c'est de ne pas se déplacer. C'est-à-dire que c'est bête à dire, mais le moins on se déplace, on va dire, le moins ça plus, en génère fait, de pollution, voilà, le moins on génère de pollution, le moins on génère de trafic. Mais les gens, ils ont envie de se déplacer quand on En même temps, parlait avec des ouais, Indiens. ça a toujours fait partie de l'humain de se déplacer, les métissages, le Ouais. commerce, ça fait partie de C'est l'ADN. tout à fait vrai. Bon, Ouais. en voiture, ça fait quand même pas depuis le début de l'humanité. C'est Ce une que je veux adaptation. dire, principalement, c'est qu'aussi les gens se déplacent par besoin. C'est-à-dire que... I mean, it depends on the country, I think. For example, in the US, many things, for example, in California are really far. And the public transportation, unfortunately, is not really well developed. So, unfortunately, you have to have a car to go to work. That's true. Okay. So, it's what you're saying. It depends on the context, I think. Puis de l'urbanisme en fonction de C'est ça. l'aménagement du territoire. Exactement, donc tout ce qui touche en effet à la mixité des usages. Un des meilleurs exemples qui existe, c'est l'exemple donc de Tokyo au Japon, où vraiment il y a, c'est-à-dire le cadastre, la réglementation permet vraiment une mixité des usages et on se retrouve alors avec une très forte densité et en effet, comme tu l'as très bien dit Aline, des différences au niveau des comportements. C'est-à-dire que là où aux États-Unis ou même plus généralement on le fait également en Europe, on va faire nos courses une fois par semaine, on va prendre la voiture, on va aller faire nos courses, on va faire des grosses courses et on va rentrer à la maison. Du côté japonais, on va dire, le comportement dans la ville de Tokyo est plus aller faire des courses tous les jours, puis on va acheter, puis préparer son repas. Donc en effet, tout ce qui touche à l'aménagement du territoire afin de pouvoir permettre aux personnes de se déplacer sur de la mobilité active, c'est quelque chose, je pense, qui est important. L'actif, Il faut intégrer c'est ça. vélo. Oui, alors c'est sa Marche à mobilité pied. active, oui, c'est important que je le précise, en effet. C'est tout ce qui va toucher, en effet, tout ce qui n'est pas en fait à moteur. Donc on va dire ça va être tout ce qui va être vélo, c'est ça, la marche à pied, la trottinette, etc. etc. Donc je pense que c'est une dimension, une dimension importante à prendre en considération. Et cette dimension de transport est très intéressante car il y a des études qui ont été menées sur le fait que depuis le Moyen-Âge, donc on s'est déplacé à pied, après on s'est déplacé en cheval, après on s'est déplacé, donc il y a l'auto qui est venu. Et en fait, au fur et à mesure, par exemple, donc c'était sur la notion de travail que ça portait, l'homme, en fait, depuis le Moyen-Âge, presque met tout le temps à peu près le même temps pour aller au travail, c'est-à-dire entre une demi-heure et une heure, que ce soit à pied, à cheval ou en voiture. Ouais. Et peut-être demain, je ne sais pas si jamais il y a le Hyperloop ou quoi que ce soit, Ouais, là, ouais. on ira travailler encore plus loin. Donc je pense qu'il y a en effet on va dire des défis importants à régler, notamment sur les besoins de base, mais également une question comportementale, car aujourd'hui, tout ce qui touche au partage et à la propriété privée, c'est vrai que dépendamment des populations, on n'est pas très, on va dire, axé là-dessus. La voiture est considérée là comme un espace personnel, c'est notre maison, c'est chez nous C'est là. ça que tu vas regarder, Et, c'est là aussi dans donc les 2 prochains jours, Mhm. de pouvoir bel et bien rechercher ces solutions, cette façon de construire de la mobilité durable au plus près des territoires, des enjeux que tu as mentionnés, qui sont culturels, de comportement également. C'est ça. L'idée, parce que dans ce que j'avais énuméré ce matin sur mes rêves pour la mobilité
mobilité. Donc j'avais dit plus efficient, plus propre et plus sain. Mais je pense qu'il y a en effet une dimension comportementale, et c'est vraiment ce que je retiendrai de cette journée, une dimension comportementale à prendre en considération qui en effet est vraiment primordiale et passe peut-être même avant les trois autres points qui ont été cités ce matin. And Aline, finally, to conclude, or So, this point that he was talking about focusing on people was something that was brought by the speakers that in the conferences that I attended. What caught my attention was the example of Costa Rica. Yeah. They decided to become with this idea of being the first fossil-free country in the world. So they tried to put that as a commitment for from the population. They explained to them, educated them of the necessity of and the importance of eliminating the fossil fuels in the country. And for that, they also used the support of the government. That was something that they also brought in other conferences as something really important in order to achieve. was driving the main focus. Yeah. Fossil fuel free. So Yes. making sure that we are exiting and phasing out fossil fuel, but with a And clear also signal from the emissions, to reduce emissions. And some cities that we see in the presentations today, they're trying to give benefits for the citizens to try to use to increase the use of public transportation. In Lisbon, for example, they give the example that if the maximum fare that you pay for a month is like 30 euros, so this increase more than 100% of the usage of public transportation. Other countries, they are trying to implement kind of free rides. Then the government is supporting companies that they're using electrical vehicles to transport people in this way. So the government is playing a crucial role in the sustainable mobility nowadays. Aline, de ton côté, c'est vraiment ce cap et en gros l'action gouvernementale de pouvoir Yes. guider. En France, on a une loi d'orientation mobilité qui va être passée à l'Assemblée nationale, par exemple. Ça montre bien le besoin d'orienter les choses pour obtenir aussi cette mobilité durable, de l'accompagner. Donc, à travers tous vos témoignages aujourd'hui, on a compris par vos champs d'expertise que vous allez être, on va dire, très attaché à suivre pendant ces journées à Moving On, de pouvoir être en mesure de compléter cette vision, ce panorama. Et on a une question peut-être pour conclure de la part de nos followers et donc des spectateurs. Merci beaucoup, notamment à Lorena. Merci de nous avoir posé une question qui est sur est-ce que l'aspect éthique de la transition vers la mobilité durable a été adressé dans les discussions. Donc c'est vraiment cette dimension éthique. Aujourd'hui, là, on a parlé de transition juste, on a parlé de la dimension sociale et territoriale. Est-ce que sur la composante éthique, on a parlé aussi des déchets au niveau de l'économie circulaire? On n'a pas vraiment abordé la question du déchet, c'est plutôt la question culturelle qui est ressortie, la question de l'importance d'avoir un rôle de l'État pour assurer cette transition et s'assurer que toutes les parties sont impliquées, les Sur la notion organisations. éthique. Sur la notion éthique en tant que telle, non. Donc, Yeah, me neither. Moi, peut-être si je peux rajouter, alors sur on va dire tout ce qui touche, on va dire aux conférences et aux sessions de travail, pas vraiment. Par contre, dans les échanges que j'ai pu avoir, en effet, il y avait une dimension éthique qui venait, mais de la part de tout ce qui touche à la gestion de données, parce que bien évidemment, comme ça a été dit tout à l'heure, afin de pouvoir suivre ces déplacements et atteindre entre guillemets l'efficience, ça veut dire aussi qu'on va suivre les personnes, même au niveau de la mixité des usages dont on a parlé tout à l'heure, la planification. Il va falloir mener des études sur ces personnes et étudier leur comportement afin de voir qu'est-ce qui est adapté pour eux et comment est-ce qu'on peut rendre la mobilité efficiente.
Et on l'a vu sur les questions d'intelligence artificielle, sur les questions de données. Donc là, il y a une dimension éthique qui est importante et que du coup, Yannick, tu vas peut-être suivre aussi. Oui, je vais suivre. En fait, je suis resté un petit peu sur ma faim aujourd'hui par rapport aux discussions éthiques parce que, bon, peut-être je suis tombé sur les mauvaises discussions, les mauvais groupes et les mauvaises séances de travail, mais effectivement, ça n'a pas été adressé tant au niveau de tout ce qui est la privatisation, la sécurité des données, tout ça, le fait que les gens vont se faire suivre, mais aussi tout ce qui est, évidemment, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est tout ce qui est self-driving car, donc les voitures autonomes et cette fameuse license to kill et toutes ces choses-là qui s'en viennent avec la voiture autonome aussi, qu'on va devoir en tant que société définir les règles du jeu qui n'ont pas été abordées et non plus aussi les technologies innovantes. Je reste un petit peu sur ma fin aussi côté drone. Donc, je pensais voir un petit peu plus de drones. On a abordé un petit peu la voiture autonome et les drones quand on parle de shipping un petit peu, mais très peu. Je m'attendais à en voir plus. J'ai l'impression qu'il y a quelques années, les drones allaient changer un peu tout. Et là, on est dans une technologie de mobilité et les drones n'étaient pas nécessairement mis de l'avant. Donc, je suis curieux de voir dans les demain. I saw something about drones, but just to introduce transportation of critical items in terms of blood, for example, organs, medication, this kind of stuff, they're critical and that cannot be in the congestion of regular road traffic. Ouais, parce que dans le cas des drones, en fait, et c'est la personne qui s'occupe des transports à San Francisco qui en parlait, c'est que la problématique, c'est qu'aujourd'hui, les drones, on ne les utilise pas pour le shipping, justement. Donc, il n'y a pas de parking à drone. Donc, quand on fait une livraison, où est-ce qu'on gare le drone ? À la place de la voiture, à la place du camion. C'est un peu de la science-fiction quand même pour l'instant. Donc ça, en fait, le fait d'intégrer des drones ouvre de nouvelles problématiques qui demandent beaucoup de réflexion. Et donc je pense que les gens sont encore un peu en attente par rapport à ce sujet-là. On parle de drones et on a en tout cas des choses très simples que tu as rappelées, le vélo, la marche à pied. Vraiment, déjà avant de penser en 3 dimensions au parking à drone, on peut mettre en place des pistes cyclables. Ça serait quand même un bon point à pousser de notre côté pour ces prochains jours. Sachant que la génération Y qu'on représente aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui commencent à se mettre au vélo quand c'est possible. Il faut que ça se fasse dans des bonnes conditions de sécurité avec un bon accompagnement. Mais donc on peut pousser ça aussi. En tout cas, moi j'y suis pour le WWF à pousser l'utilisation du vélo avec des infrastructures qui nous permettent de faire du vélo. Peut-être pour conclure, vous demandez ce que vous attendez parce qu'on va se retrouver demain. Donc suivez-nous demain à la même heure. Avec le hashtag MovingOnConnect. On va se retrouver sur Facebook pour parler de cette 2e journée de sommet avec nos 5 doctorants qui vont suivre et s'immiscer dans toutes les discussions du sommet avec leur angle, leur vision et aussi leurs attentes par rapport à ces discussions. Alors peut-être revenir pour un dernier tour de table sur qu'est-ce que vous attendez de la journée de demain. Encore là, mon point de vue technologie innovante, donc je m'attends un peu à être surpris au niveau de ces technologies-là, donc plus de discussions futuristiques, où est-ce qu'on s'en va avec ça, et surtout, en fait, comme tu viens de le mentionner, les problématiques que ça amène. Donc, évidemment, c'est intéressant, qu'est-ce qu'on va voir l'année prochaine, mais ce qui m'intéresse sur un horizon personnellement, plus sur 5 ans, et de se poser les questions aujourd'hui. Donc, pas juste se limiter à la technologie n'est pas là encore parce qu'on a des problèmes, mais il faut commencer à se poser les questions, parce que si on ne se pose pas encore les questions, on ne les réglera jamais, ces problèmes-là. Donc, on se projette dans le futur dans quelques années, on énumère les questions, les problématiques, et ensuite on les adresse. Donc, je m'attends à être un petit peu étonné, un petit peu dans ce genre de technologie-là. Donc ça, c'est demain. T'attends plus là-dessus? Moi, en termes d'économie circulaire, je pense que je vais toujours pousser, essayer de voir s'il y a des façons différentes de proposer la mobilité à travers le concept d'économie circulaire, qui est une alternative à l'économie linéaire, où on consomme, on exploite des ressources, on a des déchets. Alors, dans l'économie circulaire, ce qu'on dit, c'est qu'on utilise en boucle fermée les ressources et on les exploite indéfiniment. Ça peut être soit réutilisation, recyclage, réemploi. Et je pense qu'il y a des enjeux autant technologiques, humains, législatifs qu'il faut suivre. Et je vais être là. Très bien. Et Florian, pour demain? Alors, moi, ce que j'attends des participants, c'est qu'ils aient une vision la plus holistique possible, à savoir que prendre en compte les aspects économiques, bien évidemment, prendre en compte les aspects environnementaux, bien sûr, technologiques et sociaux. Ouais. C'est vraiment ultra important. Je crois que tu as été un peu sur ta fin, là, sur la branche sociale. Sur la branche sociale, je suis encore en attente. Ouais. Je suis sûr que les participants ont plein d'idées, plein de bonne volonté sur ces aspects-là. Du coup, tu pourras la marteler demain à chaque fait. session, poser Tout à ta fait. question sociale. Ok. De ton côté, Aline,
For me, I expect solutions that can be put in practice now. Yeah. I saw an example as I was talking about earlier with you, that it was something that I said, that optimization is something that we still have techniques available nowadays that still can be explored. And a big transportation company just showed this today, that they could reduce, just with implementing a vehicle routing optimization system, they could reduce up to 50% of their emissions. So you have to think about the here and now and use not only also about the technologies, but we also have to think about the here and now and take actions with what we have. Très bien. Just be creative. Et Sida, enfin, pour terminer. Moi, je vais rejoindre Florian. J'aime beaucoup cet aspect de vision écosystémique afin de pouvoir intégrer toutes les parties prenantes. Je pense également que ça fait partie du fameux processus de une pour pouvoir sortir des produits qui répondent aux attentes et qui soient adaptés aux attentes, mais également pour intégrer justement les usagers au sein du processus et changer également leur comportement ou leurs habitudes. Très bien, bah, merci à tous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à toi de t'être connecté sur Facebook. Moving On Connect, ça reprend demain avec nous. On vous dira tout sur cette nouvelle journée autour de la mobilité durable, de nos attentes, du petit côté challengers et gratte-poil sur les sujets qui nous tiennent à cœur. On vous en a parlé aujourd'hui. À demain.